Salut, bienvenue dans Femmes incassables, le podcast dans lequel on va parler femmes, on va parler couple, problèmes de couple et comment tu peux faire pour que ton couple ne soit que la cerise sur le gâteau parce que ta vie, elle est tellement géniale. Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en podcast. Voilà. Mais j'ai pas d'excuses. La simple chose que j'ai envie de te dire, c'est j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir en plus avec la vidéo. Je trouve que c'est un côté dynamique qui est assez sympa. Mais surtout, mon Dieu, j'adore tellement parler. J'adore parler et en fait, j'adore parler en podcast. Je sais pas, je pense que dans une autre vie, j'ai dû être animatrice, radio peut-être, et j'adore ce principe-là. Je trouve que c'est tellement plus facile de parler que d'écrire. C'est mon ressenti, on est tous différents. Mais c'est vrai que, je trouve par la voix, au-delà des mots, mais par la voix, il y a vraiment plein de choses qui passent et c'est vraiment comme ça que j'aime en fait, partager ce que j'ai à dire. J'avais eu la chance de passer à la radio, 2 fois, ouais, sur Fun Radio. Je trouvais ça, j'avais réalisé un rêve là quand j'avais eu le message et tout, j'étais: «Oh, alléluia!» C'était top, et d'ailleurs si tu fais partie de la radio, si tu travailles dans une radio, je suis toute disposée à repasser à la radio. Le message est passé. Bref, on ne se retrouve pas aujourd'hui pour parler de radio. On se retrouve pour parler du couple, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager 5 erreurs que je vois très fréquemment dans les crises de couple. D'accord? Que ce soit un couple qui va mal, mais où il y a encore de l'amour et où on veut vraiment sauver le couple, que ce soit aussi un couple où le conjoint est défaillant. Alors, je dis défaillant, mais c'est pas qu'il a un problème quelque part, d'accord? C'est que c'est lui en fait qui veut rompre, d'accord? Ou qui est perdu dans ses sentiments, etc. La place que moi j'ai eue en fait clairement il y a 10 ans, hein, d'accord? Donc je dis vraiment au conjoint défaillant avec beaucoup d'amour, mais c'est la réalité dans les faits. Et, euh, et du coup, bah, en face, on a un conjoint qui est totalement perdu, qui ne sait pas sur quel pied danser. Et là aussi, bah, il y a des erreurs. Et si toi, tu es dans la place où tu doutes, où tu t'es perdu dans tes sentiments, reste là, tu vas apprendre plein de choses et tu vas te retrouver dans certaines des erreurs. On va commencer. Donc, j'ai noté 5 erreurs. Là, en fait, la réalité, c'est qu'il y en a plein. Ça serait difficile de toutes les aborder. Et la réalité aussi, c'est qu'en fait, on peut en faire juste une généralité et pas les préciser aussi, d'accord? Moi, j'aime aller à l'essentiel. Et finalement, tu vas voir que dans ce que je détaille, on pourrait faire plein d'autres de sous-catégories. Est-ce que c'est utile? Moi, j'en vois pas d'utilité, mais ça, c'est ma vision des choses. On va commencer. La première erreur que je vois constamment, c'est attendre. Attendre, au début, on est d'accord, ça paraît normal, ok? Que ce soit toi qui commence à douter ou que ce soit le conjoint, etc., au bout d'un moment, au début, tu as besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'encaisser le choc, ce qui est en train de se passer, là, c'est compliqué, d'accord, hein? Donc, tu as besoin d'encaisser. Et en fait, finalement, tu vas être dans une espèce de phase d'observation. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que lui sent? Est-ce qu'il peut y avoir... Excuse-moi, je suis en train de voir qu'il y a quelque chose qui a atterri dans mon jardin. Un carton, peut-être? Bon, bref. Est-ce que je suis dans une phase d'observation? Bref, j'ai perdu mon fil rouge. Qu'est-ce qui va se passer dans le couple, etc. Là, tu as besoin d'observer, d'accord? Cette phase, elle est absolument normale.
Et il n'y a pas de durée particulière, d'accord, en fonction de la personne, en fonction de ce qui se passe dans le couple, en fonction des antécédents du couple, etc. Voilà, c'est pas mesurable. Ceci étant, au début, on a besoin d'attendre pour comprendre, pour encaisser, pour se faire à l'idée de ce qui est en train de se passer. C'est absolument normal, c'est un fonctionnement qui est humain, c'est OK. Là où on commence à tomber dans un schéma d'erreur, c'est qu'en fait, cette attente, eh ben, elle va, si on attend trop, elle va nous faire stagner. Et là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on stagne, c'est qu'on est juste pétrifié par la peur. C'est juste ça. On a juste tellement peur de ce qui peut se passer, de ce qui va nous arriver, du choix que le conjoint va nous imposer, des enfants, les enfants, comment ils vont se sentir, etc. On a 1001 scénarios dans la tête. Et en fait, on a peur, donc on bloque. Hein. C'est comme si tu étais dans une piste hyper glissante. Là, au bout d'un moment, avant de savoir comment gérer, tu bloques. Ok, c'est normal. C'est normal. Mais en fait, c'est une étape de transition. C'est-à-dire que tu bloques pour savoir comment est-ce que tu vas réagir. Le souci, c'est que quand on commence à tomber vers la phase d'erreur, c'est qu'en fait, on bloque parce qu'on ne sait pas comment réagir. Mais du coup, surtout, on attend que ce soit l'autre qui nous donne les réponses par son comportement, par sa décision, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part, par un changement qu'il va nous aviser, par une attitude qu'il va avoir qui va nous sécuriser, etc. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on se dépossède totalement de toute notre responsabilité dans l'affaire. Et là, oui, on est responsable, quoi qu'il se passe dans le couple, quoi que la situation, elle vienne du conjoint, enfin la crise, elle vienne du conjoint ou de nous-mêmes, dans tous les cas, on est responsable. Pourquoi? Parce qu'on est responsable de ce qu'on accepte de subir, tout simplement. On est responsable de ce qu'on accepte de subir. Et là, c'est important de se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce que attendre, c'est jamais une solution. Il n'y a jamais rien qui arrive quand on attend. Enfin, je veux dire, oui, c'est sûr, si tu envoies ton courrier par la poste, bien évidemment, tu mets dans la boîte aux lettres, c'est la poste qui va s'en occuper et au bout d'un moment, ça va arriver dans la boîte aux lettres de la personne à qui c'était destiné. Ok, là, tu es obligé d'attendre. Mais si tu attends que quelqu'un aille déposer ton courrier pour toi et que tu missionnes personne, que tu prends jamais aucune action, ton courrier va jamais être déposé. Tu vas pouvoir attendre, tu vas pouvoir espérer. Et il n'y a personne qui va le faire. Tu as dû me prendre action pour aller déposer ton courrier. On est d'accord. Donc, il n'y a jamais rien qui arrive finalement dans l'attente s'il n'y a pas d'action. Et c'est là où est le problème, c'est que dans cette attente, toi, tu attends qu'il y ait une réaction extérieure pour que tu puisses agir. Et ça, c'est pas possible. Parce que dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est que tu souffres. Tu es juste en train de souffrir du matin au soir. Tu te réveilles la boule au ventre, tu te réveilles la nuit en te demandant ce qui va se passer, tu analyses le comportement. Tu es dans une espèce de suractivité mentale, émotionnelle de tout ce qui se passe dans ton couple, c'est juste un enfer. Donc attendre, en fait, il faut arrêter d'attendre. Il faut passer à l'action. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est très je viens d'envoyer une newsletter et en fait, je parle de ça. Voilà, bref. Écoute, tu n'auras qu'à t'inscrire oui, à la newsletter et puis tu recevras les prochaines. Ça, c'est calé. Bref, donc ça, c'est vraiment une erreur. Arrêtez d'attendre. Il n'y a jamais rien qui sort de l'attente. On passe à l'action. Et là, la première chose qu'il faut faire, c'est se demander qu'est-ce que je peux faire? Hormis attendre qui n'est pas une option, qu'est-ce que je peux faire? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux malgré ce qui est en train de se passer? C'est quoi la première chose que je peux faire? Et peut-être que cette première chose, elle a rien à voir avec ton couple. Peut-être que ça va être de
d'aller faire un cinéma, de t'occuper d'un courrier qui traîne depuis 15 jours, tu vois, quelque chose qui est juste à l'ouest de ce qui se passe dans ton couple. Mais justement, c'est ça la vérité. C'est que quand le couple y va mal, on ne doit pas arrêter de vivre. On doit continuer à vivre. Et donc, on doit se détacher du couple et regarder tout ce qui constitue notre vie. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. La première, c'est se détacher de ça. Donc, on arrête d'attendre et on agit. La deuxième erreur que je vois très fréquemment, enfin tout le temps en fait, c'est le fait de vouloir parler. Alors, c'est très féminin, d'accord? Si on va dans les stéréotypes, la femme, elle a besoin de parler, elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, de comprendre, d'analyser, de réfléchir, etc. Et l'homme, lui, il n'est pas parlant, d'accord? Souvent, les hommes, vous n'aimez pas trop parler, ou vous allez à l'essentiel, vous n'avez pas besoin de réfléchir, de vous poser 15 000 questions, et vous facilitez grandement la vie, et vraiment bravo. C'est une vraie force que vous avez. Mais voilà, on a vraiment deux fonctionnements qui sont comme ça. La femme a besoin de parler, l'homme, il a besoin il va à l'essentiel, là, d'accord? Et ce qui arrive aussi, c'est que parfois les rôles sont inversés. C'est-à-dire que la femme est dans le mutisme et l'homme a besoin de comprendre de parler, etc. Voilà. Maintenant, ce qui arrive aussi, c'est que le conjoint, il n'arrive pas à s'exprimer. Il est bloqué et parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, etc., c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, parce que il n'arrive pas à exprimer, parce qu'il s'en veut terriblement, parce qu'il a honte de ce qu'il pense, etc. Donc, on a toutes ces différentes catégories-là. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est que on a besoin, il y en a toujours un dans le couple qui a besoin donc de parler, d'exprimer, de comprendre ce qui se passe, de creuser le problème, etc. Et en fait, ce qui se passe là-dedans, c'est que ça fait fuir l'autre. Ça fait fuir l'autre. Il n'a pas envie de parler, il n'est pas en capacité de parler. Donc, aller tirer les verres du nez au conjoint pour lui faire prendre conscience de quelque chose, le faire réagir, le faire se positionner, à chaque fois que vous voulez parler de ce qui va mal, de la problématique de votre couple, en fait, vous êtes juste en train de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Je sais qu'on a dans l'idée que de parler, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que on va pouvoir débloquer la situation et qu'elle va pouvoir avancer. Pas dans le couple. Pas dans le couple. Dans une entreprise, il y a deux collègues qui s'entendent pas, etc. Oui, bien évidemment, il faut parler. Oui. Mais dans le couple, non. Parce que le couple, c'est psychologique, c'est humain. Alors, bien évidemment, l'entreprise, c'est humain, hein, mais il y a plein d'étapes à prendre en compte avant d'arriver à un moment où on peut parler. Et d'ailleurs, je dirais même que souvent en coaching, non, mais quand j'ai des clients en coaching qui me disent je veux parler à tout prix, j'ai besoin de parler de ce qui se passe, d'exprimer, de comprendre, etc. Là, à chaque fois, je leur dis on verra ça après. Et ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, le couple va mieux, les choses se sont arrangées, etc. Et en fait, ce besoin de parler qui était juste vital, essentiel, il disparaît. Parce qu'on n'a plus besoin de parler. Les choses, elles sont claires, on va de l'avant, en fait. Donc, arrêtez de vouloir parler, arrêtez de vouloir forcer l'autre à s'exprimer. Vous êtes juste en train de renforcer, de bloquer l'autre et de le conforter parfois même dans son choix de vouloir rompre, de douter de ses sentiments, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement de pression qui est ressentie de l'autre côté qu'en fait, on fuit. L'autre fuit, tout simplement. Et là, plus on veut parler, plus on est en train de donner 100% de chance au couple, finalement, de se briser en 1000 morceaux.
hein. Donc parler, c'est pas toujours la bonne option quand le couple est en crise. Quand ça commence à aller mieux, oui, mais quand ça commence à aller mal, non. Arrêtez de parler et concentrez-vous sur vous. Votre conjoint, il a surtout besoin de ça. Voyez-vous comme un phare, le phare dans la nuit là qui éclaire les navires, vous êtes ce phare-là. C'est-à-dire que l'autre, il n'a pas envie de vous parler, ou il n'y arrive pas. C'est pas contre vous, c'est juste par rapport à lui. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Il n'arrive pas à s'exprimer, mais il a besoin de savoir que vous êtes là, qu'il peut se raccrocher à vous. C'est juste ça qui compte. Vous êtes le phare. Arrêtez de communiquer. Communiquez par votre présence physique. Le fait d'avoir une posture rassurante, ouverte, solide, souriante, quelqu'un d'agréable. Hein, ça, là, cette communication non verbale, elle a sa place. La communication verbale, difficilement à ce niveau-là. Une autre erreur que je vois très souvent et qui est pas mal liée de toute façon à celle de vouloir communiquer, c'est le fait de vouloir forcer. Vouloir forcer dans le sens, voilà, on sent que le couple il est fragile, etc. Donc on va vouloir coller l'autre à tout prix et on va avoir une position étouffante. Donc l'autre, il va fuir. Ou alors le fait d'être ultra présent, toujours envoyer des messages, toujours être un peu aux petits soins, vouloir réveiller les sentiments, etc. Lui rappeler, bah oui, tu te souviens là, puis tu te souviens quand on faisait ça, et puis, ah mais oui, mais souviens-toi. Enfin voilà, vous êtes juste étouffant, vous êtes saoulant en fait. D'accord. Vous êtes saoulant. Vraiment. Avec tout mon amour, vous êtes saoulant, mais vous vous saoulez vous-même en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes juste, vous agissez par la peur, ok? Vous êtes humain, c'est ok, c'est normal. Enfin voilà, c'est un comportement qui est juste normal, d'accord? Mais c'est pas le bon, c'est tout, d'accord? C'est comme, j'en ai plein aussi qui me disent, oui, ben, je pensais organiser un week-end en amoureux, tout ça. Non, stop, stop, ne faites pas ça. Le week-end en amoureux, c'est une bonne idée selon le niveau de crise que traverse votre couple. Très souvent, quand vous me dites ça, c'est que vous êtes 15 niveaux en dessous de ce niveau-là, d'accord? Donc il y a encore plein de niveaux à passer, d'accord? C'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce que, en fait, c'est stressant. C'est-à-dire qu'il y en a un dans le couple qui va pas bien, qui sait plus où il en est, s'il est amoureux, etc. Donc il a besoin de recul pour réfléchir. Et vous, plein de bonne volonté, plein d'amour et de douceur, vous avez envie de recoller les morceaux, de sauver votre couple en prévoyant un week-end. C'est beau, mais en fait, ce que ça fait, c'est que l'autre, il est juste hyper gêné parce qu'il se dit, mais je sais plus si je l'aime. Et là, on va être tous les deux, faut qu'on trouve des choses à se dire, on va dormir à côté. Est-ce qu'on va devoir faire l'amour? Est-ce qu'on va avoir des choses à se dire? Et si je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment plus amoureux? Et là, c'est hyper déstabilisant pour l'autre. Et pour vous, parce que vous, en face, vous prenez une espèce de claque monumentale, alors que vous avez fait juste ça avec plein d'amour et plein de bonne volonté. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de week-end en amoureux, ne forcez pas les choses. Acceptez ce qui est en train de se passer dans votre tête, dans celle de votre conjoint, dans le couple. Concentrez-vous sur des choses qui sont importantes pour vous au-delà de votre couple, mais ne forcez pas les choses. Sinon, vous êtes, comme je disais, vous donnez envie à l'autre de fuir et parfois même vous lui donnez une bonne raison finalement de rompre parce qu'il se dit mais en fait je ne supporte plus qui est cette personne-là, je ne me reconnais plus, en fait on n'a plus rien en commun, j'ai même pas de plaisir à passer du temps avec, donc oui on doit rompre quoi. Donc c'est pas une bonne option. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour, d'accord? Si vous me regardez à la caméra, là, je suis très souriante, très ouverte et je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Je vois ça tous les jours en coaching, d'accord? Je sais ce que vous vivez. 4e point, celui-là, ils sont tous horribles, mais il est vraiment vif et douloureux parce que c'est à chaque fois que vous analysez tout ce que l'autre est en train de faire. Vous vous calez sur sa vie à lui, son attitude, sur ce qu'il fait, ce qu'il dit avec ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne fait pas. Et toutes ces fois où il sort, alors qu'avant il sortait pas.
et les week-ends où le conjoint est absent, et, et là il est souriant, alors du coup c'est que il m'aime, mais là il est pas rentré, alors ça veut dire qu'en fait il fuit, ou alors il est avec quelqu'un d'autre, il me trompe. Et en fait, cette attitude-là, elle est indirectement nocive à votre couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous nuit. Elle vous fait mourir à petit feu. Parce qu'en fait, vous en arrivez à un tel point de stress, d'anxiété, de peur, etc., que vous ne vous reconnaissez pas. Vous êtes une boule de nerfs, vous êtes juste l'ombre de vous-même, parce qu'en fait, vous êtes tellement déconnecté de vous-même et juste obnubilé par l'attitude du conjoint. Et c'est horrible parce que du coup, vous avez une posture qui est fermée, dans l'attente, c'est hyper. Enfin, autant dire que ce que vous ressentez, votre conjoint, il le ressent à travers votre posture, même si vous ne dites rien de ce que vous vivez, d'accord? Lui, il le ressent. Il le ressent clairement. Et si on se met à sa place, est-ce qu'on a envie de revenir vers quelqu'un qui est dépressif, qui pleure tout le temps, et qui nous fait culpabiliser de le faire souffrir? On a de la pitié. Est-ce qu'on a envie de revenir? Je ne suis pas certaine. Hein. Donc, soyez doux avec vous, donnez-vous du respect, donnez-vous de l'amour, arrêtez d'analyser ça, concentrez-vous sur votre vie. Ayez des projets, sortez, lisez, faites du journaling, faites du coaching, ayez de nouvelles hobbies, mais arrêtez d'analyser. Vous vous bousillez la vie, clairement, clairement. La première chose qu'on fait en coaching avec moi, on se détache du couple et on commence à se recentrer sur soi. On reprend son contrôle, on redonne du sens à sa vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que dans le couple, l'ambiance, elle change, que si le conjoint, il doit changer d'avis, il va changer d'avis parce qu'en face de lui, il a quelqu'un de qui est un peu nouveau finalement, qui va mieux, qui est souriant, qui reprend sa vie en main, qui est agréable à vivre. Et là, l'autre, il est en mesure de se dire, ok, finalement, c'est nouveau, j'aime ce que je vois. Et le cerveau, il adore la nouveauté. C'est attractif, c'est émoustillant, il aime la nouveauté, le cerveau. Donc le conjoint, même si c'est pas votre faute, bien évidemment que s'il remet tout son couple en question, etc., il est en train de se dire, ok, ça m'intéresse. Et là, vous commencez à être maître et maîtresse de ce qui se passe dans votre couple. Arrêtez d'analyser. Et le dernier point, qui va plus correspondre finalement au conjoint qui est défaillant, au conjoint qui hésite à rompre en fait, d'accord, qui est perdu dans ses sentiments, etc. Bah juste dites-le. Parlez de ce que vous ressentez. Avant, vous savez, il y a toujours cette phase où on sent que le conjoint il est bizarre, etc. Elle va durer des mois souvent avant que les mots soient dits. Et vous vous mettez dans cette bulle, je l'ai vécu, d'accord, je sais ce que c'est. On se met dans cette bulle parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, mais en même temps, on a hyper honte de ce qu'on ressent, de remettre notre couple en question, tout ça, c'est juste horrible, on pense aux enfants, à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a créé, etc. Donc on a besoin de se mettre en retrait. Mais la vérité, c'est que plus on se met en retrait, plus on souffre, plus on se fait souffrir. Et en fait, on fait souffrir le conjoint. Parce que même si on dit rien, il sait que ça va pas. Il le voit. Et lui, il est démuni. Parce que la seule chose qu'il a envie, le conjoint homme ou femme, hein, c'est de savoir ce qui se passe avec son partenaire. Pourquoi c'est bizarre? Clairement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire subir l'autre. Inconsciemment, d'accord, mais dites-lui que vous êtes perdu, que votre vie, elle ressemble plus à ce que vous aviez, qu'il n'y a plus de sens, que vous allez mal. Mais juste exprimer les choses. C'est hyper important parce qu'à partir du moment où vous commencez à exprimer, à verbaliser ce que vous sentez, ce que vous ressentez, vous reprenez le contrôle sur la situation. Vous reprenez le contrôle. Parce que quand vous dites ce que vous ressentez, en fait, c'est fort parce que vous l'exprimez verbalement,
ça veut dire que vous allez vous entendre dire ces mots-là. Et ça veut dire que vous acceptez ce qui est en train de se passer. Il n'y a jamais de bon moment. Vous ne serez pas plus près demain que dans 6 mois, qu'après l'anniversaire de votre enfant, tout ça, non. Vous êtes déjà prêt parce que vous ressentez ce mal-être. Vous avez juste besoin de l'accepter. Et c'est en disant les choses qu'on commence à les accepter. Donc en fait, c'est juste faites-vous confiance. Vous allez y arriver. Faites confiance à votre conjoint. Il va encaisser. Et quoi qu'il arrivera, ça se passera bien. Tout tourne toujours à mon avantage. C'est une phrase que moi je me dis tout le temps. D'autant plus quand les situations, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, tout tourne toujours à notre avantage. Il y a toujours une finalité positive à ce qui arrive. Donc, faites-vous confiance. Dites les choses tout simplement avec amour, avec douceur, avec respect. Mais ne vous faites plus souffrir. Et s'il vous plaît, ne faites plus souffrir le conjoint par votre mutisme. C'est pas le protéger que de ne rien dire. Quand vous commencez à dire les choses, vous acceptez. Et puis posez vos limites. Vous lui dites que vous êtes perdu, mais vous n'avez pas envie d'en parler au quotidien. Vous avez besoin de comprendre les choses, vous avez besoin de faire un coaching, vous avez besoin de, peut-être en fonction de ce que vous avez vécu, de voir un psy, vous avez besoin de vous retrouver et de faire une retraite pendant 3 jours. Bref, voilà, dites les choses. Mais posez vos limites, mais ne restez pas dans le mutisme parce que là, en fait, c'est juste horrible. D'accord? Je sais que c'est une situation qui est extrêmement difficile, quel que soit le rôle qu'on a finalement dans ce qui se passe dans la crise du couple, mais c'est certain que déjà, si vous nous appliquez au moins une de ces, enfin que vous arrêtez d'appliquer une de ces 5 erreurs-là, je peux vous garantir que vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Hein. Voilà. 5 erreurs, il y en a plein, mais c'est les principales. Je suis certaine que vous retrouvez dans certaines d'elles, peut-être dans toutes. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous les partager. Je vous retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, pour un prochain épisode, mais je suis ravie d'avoir relancé ce podcast et je vous dis à très vite.